Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où nous allons faire un panorama sur les changements dans l'ordre international en commençant par l'Ukraine, par l'aide au développement démantelée par Trump et attaquée en France. On va aller évidemment sur la question du Proche-Orient, sur les dernières élections en Allemagne et puis on fera un point sur l'Algérie, les annonces migratoires de ce gouvernement et les frais bancaires qui explosent dans ce pays. Générique. Alors évidemment, je commence par l'annonce qui a été faite mardi d'un accord entre l'Ukraine et les États-Unis sur l'exploitation des minerais par les États-Unis en Ukraine. Cela montre que depuis le début, depuis 3 ans que dure cette guerre, avec au 1er septembre 2024, selon le Wall Street Journal, un conflit qui a déjà fait 1 million de morts côté ukrainien principalement et côté russe, cela montre que les États-Unis n'en ont rien à faire de la question de la paix et ne sont intéressés que par récupérer la mise de l'investissement qu'ils ont d'ores et déjà mis pour aider l'Ukraine, notamment en se payant sur l'exploitation du lithium et l'exploitation de terres rares pour l'utiliser dans le bras de fer qu'ils font contre la Chine. Alors cette nouvelle montre que nous avions raison depuis le début de dire qu'il n'y aurait aucune solution militaire à cette guerre, mais qu'il fallait une solution diplomatique. Et que la question est de savoir si l'Ukraine est en position de force pour négocier. Et donc nous avions demandé maintenant depuis 3 ans à ce que la France fasse une conférence sur les frontières sous l'égide de l'OSCE pour faire avancer la paix et une voix de la France indépendante et non alignée pour la paix. Tous ceux qui ont basé leur politique internationale uniquement sur l'alignement sur les États-Unis, donc sur une politique atlantiste, se retrouvent bien orphelins face à un Trump qui est décidé à humilier l'Europe et à vassaliser les pays européens. La preuve, il discute directement avec Poutine, sans inclure l'Ukraine dans les négociations de paix. Et en plus de ça, il n'inclut pas les pays européens avec Emmanuel Macron qui est obligé d'aller jusqu'aux États-Unis pour discuter avec Trump en faisant croire que ces discussions font avancer la paix alors qu'ils ne font avancer que les intérêts économiques. Car quels sont les intérêts de Donald Trump ? D'abord, l'accès aux minerais, je viens d'en parler, c'est l'accord qui a été annoncé ce mardi, mais aussi le fait qu'ensuite les Européens se retrouvent seuls à assurer les garanties de sécurité pour l'Ukraine avec des armes qui continuent d'être achetées aux États-Unis, donc une économie de guerre qui continue au profit des États-Unis et, je le disais, le bras de fer avec la Chine. Cette situation est très grave et d'ailleurs la preuve que la paix n'est pas la priorité des États-Unis, c'est qu'au Conseil de sécurité de l'ONU a été présentée une résolution à la fois défendue par la France, le Royaume-Uni, mais aussi l'ensemble de l'Union européenne, qui demandait à ce que l'Ukraine garde son intégrité territoriale. Je rappelle que le Parlement ukrainien, mais aussi Zelensky, ont dit qu'ils voulaient une intégrité territoriale et qu'ils étaient prêts sur les 2 régions qui sont contestées, c'est-à-dire la Crimée et le Donbass, qu'ils étaient d'accord pour qu'il y ait des référendums d'autodétermination dans ces régions pour savoir s'ils voulaient aller avec la Russie ou avec l'Ukraine, ce qui laissait entrevoir une possibilité d'accord de paix. Eh bien, face à cette résolution qui était donc soutenue par la France notamment, à la fois la Chine s'est abstenue, mais surtout les États-Unis ont voté contre. Preuve que l'intégrité territoriale de l'Ukraine n'est absolument pas la priorité des États-Unis qui ne cherchent donc qu'à se dégager. Donc seul le non-alignement permettra de sortir de cette situation. Nous n'acceptons pas qu'on envoie des troupes je ne sais comment en Ukraine. Nous voulons agir sous l'égide de l'ONU avec des véritables négociations de paix qui incluent évidemment en premier lieu les Ukrainiens mais aussi les Européens. Et d'autant plus que de l'autre côté, les États-Unis sont en train de pousser pour augmenter les dépenses militaires qu'ils demandaient déjà à hauteur de 2% en faveur de l'OTAN à 5% pour les pays européens, ce qui évidemment est un non-sens absolu et qui représenterait des milliards supplémentaires pour la France. La France doit refuser cette mascarade. Nous avons demandé un débat 50-1, donc ce qui permet d'avoir un débat. Nous aimerions avoir un vote, mais le gouvernement n'accepte pas, qui permet de demander au gouvernement d'avoir un débat sur la stratégie française sur la guerre qui dure maintenant depuis 3 ans en Ukraine. Ce débat a été accepté, il y aura lieu lundi prochain et donc nous redirons avec force notre position.
la France doit être indépendante au service de la paix, d'autant plus que vous avez vu que maintenant l'Allemagne demande à être protégée par le parapluie nucléaire français et donc il faut se poser sérieusement la question de savoir si par exemple nous serions prêts à activer une bombe nucléaire pour les intérêts allemands. Cette question pose des grosses questions et des grandes questions sur la manière dont va se réorganiser l'Europe. Mais Trump ne fait pas seulement du mal à la paix pour l'Ukraine. Il a décidé, avec Musk, de s'attaquer à l'aide publique au développement en démantelant l'USAID, donc l'Agence états-unienne pour le développement, et en décidant de geler toutes les aides pendant 3 mois, en disant qu'ensuite, après 3 mois, il reverrait les aides qu'il relancerait et qu'il ne relancerait pas. Cette décision est une catastrophe humanitaire. Il faut bien comprendre que, par exemple, sur les soins reproductifs, notamment sur la question des droits des femmes, 43% des financements mondiaux venaient de cette agence des États-Unis pour le développement. Cela veut dire, par exemple, 2,7 millions de femmes dans le monde qui vont se retrouver en une seule semaine sans contraceptif. C'est ça la conséquence directe de la décision de Trump et de Musk. Notamment, cette décision est particulièrement terrible pour le Sud global, avec 50% des financements de santé reproductive pour 41 pays d'Afrique qui dépendent directement de l'aide états-unienne. Là aussi, pour aller sur du concret, ça veut dire, là aussi pour être très concrète, que d'ici, dans les 3 mois de laps de temps de gel de l'aide états-unienne, 8000 femmes vont mourir d'une grossesse ou d'un accouchement, et parmi elles, 7200 seront des femmes issues de pays africains. Avec un pays, par exemple, le Burkina Faso, qui dépend à 70% des aides américaines pour la planification familiale. Alors, cette conception instrumentalisée de l'aide au développement vise tantôt à pénaliser les pays du Sud ou à financer des déstabilisations internationales. C'est notamment ce qui avait été utilisé en Amérique latine et c'est une conception fasciste que l'on voit de l'aide au développement. Évidemment, ce sont les mêmes qui ensuite iront pleurer sur des flux migratoires qui existent, notamment du fait de gens qui fuient la misère, fuient les guerres et qui, derrière, iront mettre en place des murs et toute autre barrière pour faire mourir le plus de gens possible plutôt que de les accueillir. Et il se trouve que là aussi, on retrouve ces mêmes attaques en France. D'abord, le budget 2025 a sapé très fortement dans l'aide au développement, avec moins 40% du budget qui était prévu par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire 2 milliards en moins de la France sur l'aide au développement. Et avec une extrême droite française qui nourrit les fantasmes sur l'aide publique au développement, alors que cette aide publique au développement est en régression en France. Donc, face à cette internationale fasciste, qui ne cesse d'attaquer les droits fondamentaux des personnes, parce que c'est de ça dont nous sommes en train de parler. Nous organisons ce samedi un colloque, les mobilisations féministes contre l'extrême droite, parce qu'il est plus que temps d'organiser la riposte et de faire en sorte que les droits fondamentaux des personnes, et notamment les droits des femmes, puissent être respectés dans le monde. Voilà pourquoi Trump et Musk sont non seulement des dangers pour leur propre peuple et leur propre pays, mais aussi pour le monde entier, avec des millions de personnes et voire des milliards de personnes qui vont souffrir des décisions qui sont prises. Donc je vous donne rendez-vous ce samedi, vous pouvez vous inscrire, on va mettre le lien en description, avec des invités internationaux du monde entier, puisqu'il y aura à la fois une Tunisienne, une Iranienne, 2 Italiennes, une Polonaise, une Colombienne, une Argentine et beaucoup d'autres chercheuses et militantes qui seront présents à ce grand colloque que nous faisons sur les mobilisations féministes contre l'extrême droite dans le monde entier. Je continue sur les dangers qui pèsent sur la paix avec ce qui se passe au Proche-Orient. Puisque au Proche-Orient, d'abord, le cessez-le-feu à Gaza est menacé. Vous avez vu que Netanyahou est en train de vouloir repousser, encore une fois, la deuxième partie de la trêve, qui était celle qui devait permettre, par le point de Rafah, donc par l'Égypte, de pouvoir faire rentrer les humanitaires et l'aide humanitaire. En plus de cela, nous sommes très inquiets. Bon, Netanyahou explique qu'à tout moment, il peut recommencer les bombardements sur Gaza, etc. Donc, continue de menacer la trêve qui est extrêmement fragile à Gaza, alors que, je le rappelle, le peuple palestinien à Gaza a subi un très très lourd tribut du génocide de Netanyahou. Mais pire que ça, dans une indifférence quasi généralisée, est en train de se passer en Cisjordanie des violations du droit international extrêmement graves. Il y a d'abord 3 camps
qui ont été entièrement vidés de leurs habitants, là aussi en violation du droit international, avec 40 000 personnes qui ont été déplacées en Cisjordanie. Vous avez même Netanyahou qui s'est rendu lui-même sur place, qui se met en scène dans un salon d'une maison où ils viennent juste d'expulser les habitants de cette maison avec ses hommes pour expliquer qu'il en fait un quartier militaire. Nous sommes donc très inquiets de ce qui va se passer pour la suite, puisque cela veut dire à la fois entre le projet Trump-Netanyahou d'expulser l'ensemble des habitants de Gaza pour l'Égypte ou la Jordanie, en menaçant l'Égypte et la Jordanie de couper toutes les aides américaines, donc un projet total de nettoyage ethnique pour créer une Riviera au Proche-Orient, donc des hôtels de luxe et je ne sais quoi. Et bien de l'autre côté, en Cisjordanie, ce qui se passe est aussi un moyen de tuer définitivement la possibilité d'un État palestinien dans le sens des résolutions de l'ONU. La Cour internationale de justice, je le rappelle, avait reconnu dans son avis de juillet que l'annexion de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est était en rupture du droit international et avait reconnu la ségrégation et un apartheid, une politique d'apartheid de la part du gouvernement de Netanyahou. Il y a donc urgence, encore une fois, à ce que la France soit à la hauteur de son histoire, puisqu'elle ne l'a pas été depuis maintenant des mois, et reconnaisse l'État de Palestine aux côtés des centaines de pays qui l'ont d'ores et déjà reconnu comme un symbole important pour la paix et pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir donc, cette solution à deux États pour que le peuple palestinien puisse vivre en liberté et en dignité. En tout cas, il faut continuer à maintenir la pression au maximum, car il est aberrant de voir que Netanyahou peut maintenant violer le droit international sans que personne ne dise ou ne fasse rien, dans une sorte d'habitude généralisée où à la fin, puisque Netanyahou viole le droit international, puisque Trump soutient Poutine qui viole le droit international et puisque Trump lui-même veut maintenant annexer le Canada, le canal de Panama ou encore le Groenland, eh bien finalement, seule la loi du plus fort prévaut. Voilà pourquoi nous devons à chaque instant être les voix de la paix et du droit international. Alors j'en arrive à la première élection qui a eu lieu sous l'ère Trump dans l'ère européenne, celle qui a eu lieu en Allemagne. Alors, il est intéressant de voir que, donc, dimanche dernier avaient lieu ces élections, et je le dis juste en passant pour commencer, mais il se trouve que la CDU qui arrive en tête, donc la droite dure, a 33% des sièges. Et que fait Emmanuel Macron? Il félicite immédiatement la CDU-CSU de sa victoire, avec celui qui deviendra probablement chancelier, qui s'appelle Merz. Il se trouve que la CDU a fait 33% des sièges, et qu'en juillet dernier, le nouveau Front populaire a fait 33,2% des sièges. Et que d'un côté, vous avez Macron qui explique que personne n'a gagné quand il s'agit du nouveau Front populaire, mais qui félicite une force dans le pays voisin qui fait exactement les mêmes scores. Vous apprécierez le deux poids, deux mesures constant chez le président de la République. Mais que faut-il retenir de ces élections en Allemagne? D'abord, une catastrophe. Et la première, c'est le score historique que fait l'AfD, donc l'extrême droite allemande, avec une campagne extrêmement violente, de multiples agressions, notamment de militants de gauche, avec des saluts nazis, donc ouvertement néo-nazis, et même une campagne qui est une campagne directement inspirée de ce que faisaient les nazis dans les années 20-30, avec l'AfD qui a été distribuée aux faciès, aux personnes non blanches, des billets d'avion, factices évidemment, des billets d'avion sur lesquels il y avait marqué « Seule la remigration pourra sauver l'Allemagne ». Ensuite, sur le nom du passager, il y avait marqué « passager illégal » et des billets d'avion vers l'étranger, invitant ainsi toutes les personnes non blanches à repartir à un endroit où il y aurait marqué « la maison, c'est bien aussi », c'est ce qu'il y a écrit sur ce billet d'avion qui a été distribué par l'AfD. Pourquoi je dis que c'est directement inspiré des nazis? Il se trouve que dans les années 20-30, les nazis, eux, distribuaient aux juifs des billets de train destination Jérusalem pour là aussi leur dire qu'ils seraient des corps étrangers à la nation allemande. Vous avez à la tête de l'AfD Alice Weidel. Alice Weidel est la petite fille d'un juge nazi qui n'était pas n'importe quel juge sous le régime nazi puisqu'il était juge dans le régime militaire nazi à partir de 1941. Alice Weidel est quelqu'un qui, en plus de parler de remigration, de grands remplacements, qui parle de Hitler comme étant un socialiste, voire un communiste, et qui aurait pris des mesures socialistes contre les Juifs, donc avec un révisionnisme absolument total. Et Alice Weidel a été directement soutenue et financée par Musk, qui a appelé en Allemagne à voter directement pour l'AfD.
Le fait que l'AfD fasse 20% des voix, ce qui est son score historique, est extrêmement dangereux pour la suite, d'autant plus que, comme je le disais, il ne se cache pas d'être néo-nazi. Mais il y a d'autres enseignements à tirer de cela. La première, c'est que donc c'est la droite dure qui revient après qu'il y ait eu une grande coalition entre les libéraux, les Verts et les sociodémocrates, donc le SPD, en 2021, qui, du coup, quand des grandes coalitions sont faites comme cela, ne fait qu'augmenter l'extrême droite, ce que nous disons depuis le début. Je vous redonne les chiffres pour que vous les ayez en tête sur ce que nous disons, sur pourquoi, par exemple, ici, il ne faudra jamais gouverner avec les macronistes. Entre 2013 et 2018, Merkel, donc qui elle a été de la CDU, donc de la droite, forme une grande coalition avec les sociodémocrates et la droite conservatrice. L'AfD passe de 5% en 2013 à 16% des voix en 2024 et de 0 à 282 sièges régionaux dans ce qu'on appelle les Länder. En 2021, cette fois-ci, Scholz, du SPD, fait une coalition avec les libéraux et les Verts. L'AfD passe de 83 à 152 sièges au Parlement et double son score. Et on se retrouve le 29 janvier 2025 avec une droite qui, pour la première fois depuis 1945, vote une loi sur l'immigration grâce au vote de l'extrême droite allemande, grâce au vote de l'AfD. Et les partis de gauche, verts et sociaux-démocrates se retrouvent aujourd'hui prêts à reproduire la coalition avec la CDU alors qu'ils viennent de faire passer une loi immigration avec les voix de l'extrême droite. Le résultat électoral, on le voit. Les libéraux avec qui ils gouvernaient s'effondrent et passent en dessous de 5% des voix, donc ils ont 0 élu à l'Assemblée allemande. Les sociodémocrates s'effondrent aussi, ils font moins 9% et les Verts font moins 3%. Donc la preuve que lorsque l'on fait une grande coalition comme cela, le seul résultat, c'est de mettre un tapis rouge à l'extrême droite. Et il se trouve que la seule force qui progresse beaucoup en plus de l'extrême droite, c'est Die Linke, qui double son score pour arriver autour de 9% avec 62 députés et qui est la première force parmi les jeunes avec 25% des voix. Et il se trouve que Die Linke a fait une campagne très antiraciste, très antifasciste, avec des mobilisations populaires extrêmement fortes dans les rues pour lutter contre les néo-nazis de l'AfD. Et enfin, dernière chose qui est intéressante pour nous, c'est de voir l'alternative de gauche, qui est rouge-brun, qui a été faite par Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht venait de Die Linke, elle est sortie de Die Linke, elle a créé un parti BSW qui a misé toute sa rhétorique politique sur la question migratoire. Donc, à la fois avec des thèmes de gauche, en gros, il faut augmenter les salaires pour les Allemands, il faut, voilà, pour les Allemands, mais le reste, il faut fermer les frontières, il faut refaire partir des gens, il faut, etc., etc. Bon, ça vous rappelle des gens, notamment, il y a quelqu'un qui court après les voix d'extrême droite qui s'appelle Monsieur Roussel en France. Eh bien, cette stratégie n'est absolument pas payante puisqu'elle aussi fait moins de 5% et n'arrive pas à avoir des élus à l'Assemblée allemande. Donc, comme nous avions vu sur Trump, l'arrivée au pouvoir de Trump, ce qui fait gagner l'extrême droite, c'est une gauche qui renonce. C'est une gauche qui ne porte pas les thèmes haut et fort contre le racisme, contre le patriarcat, contre l'ensemble des inégalités. Et celles qui renoncent permettent justement à l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Voilà ce que nous pouvons tirer comme conclusion de l'élection allemande, avec une ingérence très forte des États-Unis qui ont appelé de toute leur force à soutenir l'extrême droite allemande. Et donc, sur lequel il faudra évidemment suivre ce qui va se passer dans les temps qui viennent. Enfin, sur la situation internationale, je veux parler de ce qui se passe avec l'Algérie. Vous avez, de la part du gouvernement, ce mercredi, un séminaire interministériel qui va se passer sur la question de l'immigration avec François Bayrou qui a d'ores et déjà annoncé qu'il allait annoncer des mesures fortes sur la question migratoire et particulièrement sur l'Algérie, qu'ils allaient geler la possibilité d'avoir des visas pour les hauts dignitaires algériens. D'où est-ce que cela vient? Cela vient depuis des mois et des mois, rappelez-vous toutes les affaires sur les influenceurs algériens, etc., depuis des mois, d'une volonté de provocation et de montée en tension par Retailleau lui-même, ministre de l'Intérieur, qui, comme au temps de la colonisation, croit que le ministre de l'Intérieur est celui qui régit les relations avec l'Algérie, alors que les 132 ans de colonisation sont finis dans ce pays. Et nous sommes très inquiets, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je le redis, nous ne laisserons pas faire ces provocations avec un peuple qui est juste de l'autre côté de la Méditerranée et avec lequel 6 millions de Français ont des liens directs de filiation, des liens d'affection, des volontés de pouvoir construire pour l'avenir des choses.
Vous avez peut-être vu cette séquence qui est devenue assez virale de Jean-Michel Apathy, qui parle en fait des crimes qui ont été commis pendant la colonisation, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui ont été maintes fois documentés et qui se fait taper dessus par la droite et l'extrême droite de manière extrêmement forte. Oui, la colonisation est terminée et nous ne voulons pas revenir avec des nostalgiques de l'OAS comme ça s'est passé. Rappelez-vous, le doyen du Rassemblement national qui fait sa première intervention en 2022, puisque c'est le plus âgé qui préside la séance lors de la première séance inaugurale de l'Assemblée nationale, le doyen du Rassemblement national avait fait un hommage appuyé à l'OAS et donc aux crimes de guerre qui avaient été commis en Algérie. Nous ne voulons pas revivre cette période. Donc nous voulons une relation respectueuse avec l'Algérie et nous ne serons jamais d'accord avec un ministre de l'Intérieur qui ne cesse de multiplier les provocations au nom de l'histoire commune que nous avons des deux côtés de la Méditerranée, tous ceux qui utilisent les termes de rente mémorielle, l'Algérie utilise le passé colonial. Non, 132 ans de colonisation, ça ne s'utilise pas, c'est un fait et il faut respecter ce fait et respecter le fait que la France a commis des horreurs innommables en Algérie et que l'Algérie est un pays indépendant et que nous devons respecter, avec lequel nous devons avoir des relations saines et normales. Voilà ce que nous demandons. Alors évidemment, parler immigration permet de ne pas parler des sujets de la politique de malheur qu'a créé Emmanuel Macron. Le premier d'entre eux, c'est ce que a dénoncé UFC Que Choisir, que nous dénoncions déjà au moment du budget et qui était soi-disant une ligne rouge du Rassemblement national qu'ils ont laissé passer, c'est l'augmentation sans précédent de l'électricité, des factures d'électricité à partir du 1er janvier 2026 qui vont augmenter de 19%. Je rappelle qu'en 2 ans, l'électricité a connu déjà une hausse de plus 44%, qu'il y a déjà un Français sur 3 qui renonce à se chauffer l'hiver et que nous sommes dans une situation qui est dramatique à la fois pour les particuliers, évidemment, qui doivent choisir entre se chauffer, se nourrir ou payer leur loyer, mais aussi pour tout un ensemble de très petites entreprises qui, elles aussi, n'en peuvent plus et mettent bien souvent la clé sous la porte. Nous n'avons cessé de dire qu'il fallait faire un blocage des prix. Et que fait le gouvernement de François Bayrou? Eh bien, il décide de s'aligner sur les prix de marché européens qui sont, eux, basés sur le gaz, donc qui sont extrêmement volatiles. Alors, le gouvernement dit que UFC Que Choisir ment. C'est faux. Cela est réel et c'est la conséquence des politiques qui sont menées. Et donc, nous continuerons de demander que l'électricité soit basée, le prix de l'électricité soit basé sur les prix de production et qu'il y ait un blocage des prix de l'électricité, seul à même de pouvoir faire enfin respirer les gens. Alors, il y a une autre chose que l'électricité et l'énergie qui est en train d'exploser, c'est les frais bancaires. Donc, on avait connu l'inflation sur l'électricité, j'en ai parlé. Il y a l'inflation alimentaire que vous connaissez bien avec maintenant un Français sur 3 qui se prive régulièrement de repas pour pouvoir nourrir ses enfants. Donc, la faim qui revient dans la 7e puissance économique au monde avec plus 25% d'inflation alimentaire en 3 ans. Et les frais bancaires avec des banques qui se gavent sur notre dos avec en moyenne plus 15% pour les frais bancaires depuis 2021. Alors il se trouve qu'au 1er janvier, il y a de nouveau une augmentation de 5% en moyenne des frais bancaires. Ces frais bancaires, c'est donc les frais de tenue de compte, les retraits d'espèces effectués dans une autre banque, le fait juste de posséder une carte bleue qui va exploser, donc vous allez payer plein de frais. Mais à ceci s'ajoute, sur ces 230 € par an en moyenne que payent les Français pour la tenue de leur compte, leur carte bancaire, etc. 6,5 milliards d'euros de frais pour incidents bancaires qu'on fait payer chaque année aux classes populaires et moyennes, mais aussi aux associations, aux auto-entrepreneurs ou aux TPE-PME. Donc, à chaque fois que vous avez un découvert, une opposition sur un chèque, un rejet de prélèvement, etc. Et en moyenne, cela représente 300 € par an par personne pour les classes populaires, ce qui évidemment est un véritable enfer quotidien. Ça arrive dans un contexte, je le disais, en plus de grande précarité et de grande pauvreté de personnes, avec notamment, si je parle au-delà des personnes, les 66 000 défaillances d'entreprises, record de défaillances d'entreprises l'année dernière, qui se retrouvent pour la plupart sont des toutes petites entreprises, donc avec moins de 3 salariés, avec des banques qui, elles, ne cessent de se gaver. Par exemple, BNP a versé 6 milliards de dividendes, AXA a 6 milliards de dividendes aussi à ses actionnaires, ou encore la Société Générale, près de 2 milliards de dividendes. Alors, pour mettre fin à cette situation,
je présente une loi que j'ai déposée et que j'espère qu'il pourra être discutée dans l'hémicycle, qui plafonne les frais bancaires, donc plafonnement des frais d'irrégularité bancaire à 2 € par opération, 20 € par mois et 200 € par an maximum, avec non seulement, on l'avait déjà déposé à un moment lors de notre niche parlementaire, mais seulement sur les particuliers, mais cette fois-ci aussi les artisans, les TPE-PME et les auto-entrepreneurs, et le blocage de tous les frais bancaires courants, parce qu'il est insupportable de voir qu'on prélève, c'est une sorte d'impôt privé sur les plus précaires de ce pays, et il faut enfin y mettre fin. Donc c'est une proposition de loi que je dépose au nom du groupe parlementaire. Enfin, je voudrais avoir un dernier mot pour penser à l'ensemble des Réunionnais et des Réunionnaises qui se trouvent dans une situation extrêmement compliquée. On en saura probablement plus dans les prochains jours, mais puisque à partir de ce mercredi, dans 48 heures, ils pourraient être frappés de manière très forte par un cyclone, une tempête tropicale Garance qui pourrait les frapper de plein fouet. Et là aussi, quand vous ne parlez que d'immigration, eh bien, vous ne parlez pas de l'investissement nécessaire dans l'enjeu numéro 1 du XXIe siècle, c'est-à-dire le fait de garder un écosystème compatible avec la vie humaine. Donc, nous pensons très très fort à eux en espérant qu'il y ait le moins de dégâts possible. Et je rappelle que lorsqu'il y a des catastrophes climatiques comme celle-ci, eh bien, une catastrophe climatique ne fait jamais de différence entre des gens qui ont des papiers et pas de papiers, selon leur couleur de peau, et que nous sommes tous semblables en humanité devant l'écosystème et ces catastrophes climatiques qui ne cessent de se multiplier. Donc, grosse pensée aux Réunionnais en espérant qu'ils s'en sortent le mieux possible et que, enfin, l'État soit à la hauteur de cet enjeu ainsi que les politiques mondiales qui est, je le rappelle, l'enjeu dont nous devrions discuter sur l'ensemble des plateaux télé et qui est totalement absent du débat politique aujourd'hui. Alors, cette semaine, c'était la semaine de pause parlementaire. On recommence donc la semaine prochaine avec le débat sur l'Ukraine. Mais avant, venez au colloque ce samedi, vous allez voir, ça sera très intéressant. Très belle semaine.